Bonjour à toutes et à tous. Oui, donc Christophe Jourdain, donc moi je suis chargé de mission au Conseil régional de Basse-Normandie. Je suis dans la direction du développement numérique du territoire, donc qui a été créée il y a 6 ans. Donc avec une partie qui s'occupe de tout ce qui est réseau, haut débit, très haut débit, etc. Et une partie tout ce qui est usage du numérique dans différents domaines. Et moi je m'occupe plus particulièrement de tout ce qui est développement des usages numériques dans le domaine de la formation. Voilà. Donc je vais vous parler en fait ce matin de Communautique. Alors Communautique est un espace de collaboration et d'échange. Alors j'ai mis normand, j'ai un peu anticipé, en espérant que ce soit normand d'ici quelques mois, mais pour l'instant c'est bas normand, pour le développement de la formation multimodale, puisque nous fusionnons Basse-Normandie, Haute-Normandie au 1er janvier 2016. Alors je vais faire un petit retour en arrière. Rapide, pour parler d'une histoire qui finalement en Basse-Normandie a démarré il y a une quinzaine d'années. C'est-à-dire que on a depuis 15 ans, depuis 2000, hein, on incite en tant que région, en tant que conseil régional, on incite les organismes de formation à développer ce qu'on appelle encore de la formation ouverte à distance. J'expliquerai après pourquoi est-ce qu'on est passé au multimodalité. Mais ce que grosso modo on incite, il y a une forte incitation régionale. Alors ça n'était qu'une incitation jusqu'en 2010, via des programmes d'aide avec des fonds européens souvent, des fonds de l'État, pour accompagner les organismes de formation à louer une plateforme de formation, à créer des ressources, etc. et à commencer en fait à expérimenter ce type de modalité en fait avec des apprenants, d'accord ? Sachant que donc on avait un programme qui s'appelait le programme positif. Donc tout ça c'est important pour vous dire que finalement depuis ça fait 15 ans qu'on incite aussi les organismes de formation de Bas-Normand à travailler les uns avec les autres, parce que finalement ça se passe beaucoup sous forme de groupes de travail, sous forme de séminaires, etc., etc. Voilà, donc ce programme en fait s'est terminé fin 2006 et puis ce qui s'est passé, il s'est passé la vie, je dirais la vie normale des projets, c'est-à-dire que derrière certains organismes de formation ont continué à développer en fait ce type de modalité, d'autres ont laissé tomber, d'autres ont laissé en l'état, etc., etc. Il se trouve que quand notre service a été intégré en fait à la région et qu'on a développé, qu'on a créé la direction du développement numérique du territoire, on s'est posé la question, c'était en 2010, on s'est posé la question de tiens, mais qu'est-ce qu'il en est depuis fin 2006 de justement de ces modalités dans les organismes de formation. Et on s'est rendu compte qu'en fait c'était très en dents de scie, c'est-à-dire qu'il y avait ceux, comme je vous disais, qui avaient vraiment développé, les autres qui avaient laissé tomber, les troisièmes qui étaient restés en l'état, qui les utilisaient un petit peu, plutôt pas, voilà. Moi je suis arrivé à la région en fait en 2007, à une époque où on avait développé les points d'accès à la téléformation, ça dit peut-être quelque chose à certains, qui étaient en fait des incitations, enfin il y avait derrière des ressources de l'État. Et puis, comme on avait des espaces et qu'on a toujours des espaces publics numériques, on s'était dit, tiens, on va développer en fait la formation en utilisant finalement les ressources des espaces publics numériques. Et on va inciter du coup les organismes de formation à envoyer des apprenants dans ces espaces publics numériques. Pourquoi à l'époque ? Parce que dans ces espaces publics numériques, il y avait des PC, il y avait un accompagnement et il y avait surtout des lignes haut débit. Voilà. Ce qui n'était pas le cas encore en 2006-2007 dans certains coins de Basse-Normandie. Ça s'est bien amélioré depuis, mais ce n'était pas le cas en 2007. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'en 2010, on s'est rendu compte que finalement, le résultat était assez mitigé. Et on s'est dit, et la grande question qu'on s'est posée avec la direction de la formation professionnelle, c'est, mais finalement, est-ce que la multimodalité doit devenir stratégique ? Est-ce que finalement, on en fait quelque chose de politique ? Est-ce que les politiques veulent s'engager là-dessus ou pas ? Puisque jusqu'à maintenant, je vous disais, dans les appels d'offres ou dans quoi que ce soit, je dirais qu'il y avait de l'incitation en disant c'est bien si vous en avez, mais il n'y avait pas d'obligation ni quoi que ce soit. On a décidé fin 2010 d'en faire quelque chose de stratégique et de dire dorénavant, on va plus qu'inciter, on va devenir coercitif et on va mettre dans nos appels d'offres, en fait, dans nos appels d'offres de formation, de la multimodalité. Donc les organismes auront l'obligation de répondre en nous disant, voilà, on a une partie de la formation qui va se faire à distance. Donc ça a changé énormément les choses. Donc ça, c'était 2010. Et du coup, en 2011, on a décidé de créer, alors, parallèlement, je dirais, à la coercition, à l'obligation, on s'est dit, on ne peut pas non plus laisser les organismes de formation comme ça tout seuls et se dire, mais comment est-ce que je vais faire ?
on va les accompagner. On va les accompagner en créant un centre de ressources qu'on a appelé d'abord centre de ressources pour la formation multimodale et qu'on appelle maintenant communautique. Donc avec une volonté triple, hein, c'est premièrement d'augmenter l'accessibilité des formations, d'une manière générale, en termes de temps, lieu et moyens pédagogiques. Deuxièmement, donner plus d'autonomie aux apprenants dans leur apprentissage. Et troisièmement, chose très importante, c'est aussi monter en compétence les apprenants sur l'utilisation des techno-numériques. C'est se dire, on ne laisse personne au bord de la route, il faut que tout le monde, que tout citoyen, quel qu'il soit, puisse savoir utiliser les technos numériques, et du coup, on utilise aussi le biais de la formation pour cela. Hein. C'est concrètement dire à l'apprenant, voilà, vous n'êtes jamais allé sur les réseaux sociaux, et bien on va vous faire utiliser les réseaux sociaux dans votre formation. C'est dire, tiens, vous n'avez jamais utilisé, alors je ne parle plus d'email, mais vous n'avez jamais utilisé une webconférence, peut-être que dans votre travail de demain, vous aurez besoin d'utiliser une webconférence, on va vous en faire utiliser aussi dans vos formations, etc. etc. Alors, à ce moment-là, d'ailleurs, on s'est posé la question, tiens, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à parler de FOAD? Donc, on a décidé aussi d'un commun accord. Alors, quand je dis d'un commun accord, ça s'est fait avec les acteurs de la formation et de l'insertion et de l'emploi en Basse-Normandie, hein, parce que tout ça, je l'expliquerai après, mais on l'a co-construit. On s'est dit à un moment donné, est-ce qu'on continue à parler de FOAD? Et là, il y a eu, je dirais, une vague de personnes qui ont dit, ce serait bien qu'on change, parce que le problème du terme FOAD, c'est qu'on parle de distance alors qu'on n'arrête pas de vouloir rapprocher la formation des personnes. Donc quelque chose d'un peu antinomique. Donc finalement, à un moment donné, on s'est dit, tiens, on rentre dans le monde du web de zéro, hein, dans le monde de l'interactivité. On veut faire prendre en compte la relation apprenant-monde, etc. Des lieux et des temps variés, des modes connectés, déconnectés, des supports différents, ordinateurs, tablettes, smartphones, la co-création de ressources, etc. Et tout ça, ça ressemble, je dirais, à des notions qui n'étaient pas formation au départ, hein, qui étaient beaucoup plus liées au tourisme, qui étaient liées en fait au transport, etc., de la multimodalité. Donc en fait, on s'est approprié, le monde de la formation commençait à s'approprier ce mot-là, ça nous a convenu et du coup, on se l'est approprié aussi. Voilà. Et ce qu'on voulait prendre en compte aussi, c'était le fait de dire, petit à petit, je pense qu'on va parler, alors on parle au départ entre pédagogues, après on parle avec des éditeurs de ressources, des éditeurs de plateformes, etc., de solutions techniques, et peut-être aussi des scientifiques. Aujourd'hui, on est en train de parler avec des scientifiques qui développent de l'imagerie 3D, avec des centres de recherche, etc., etc. C'est tout ce qu'on voulait mettre en fait dans l'idée de la multimodalité. Alors, pour résumer, donc quand on a monté ça, c'était septembre 2011, quand on a proposé, en fait, je dirais, à l'ensemble des élus, mais aussi des acteurs de la formation, hein, la stratégie de multimodalité, c'était de dire la DEFPA, donc la DEFPA qui est la direction de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Donc eux, ils ont une stratégie offensive d'achat en multimodalité, c'est-à-dire qu'ils achètent, hein, individualisation des parcours, service des différents programmes de formation sur l'ensemble du territoire. Donc la DEFPA passe commande, met en œuvre les marchés, contrôle leur réalisation. C'est-à-dire que concrètement, ils ont commencé à dire, voilà, pour les appels d'offres qui sont partis début 2012 sur les programmes certifiants, qualifiants, on demande en fait, sur le programme tertiaire uniquement, on a commencé par ce qui était simple, hein, voilà, pour pas mettre à mal les organismes de formation, on va demander à ce qu'il y ait 20% dans les réponses, qu'il y ait 20% de la formation qui se fasse à distance, en ligne et à distance. Et quand je dis à distance, ce n'est pas dans le centre de ressources de l'organisme de formation, c'est ailleurs. Voilà. Après, on leur dit, vous l'organisez comme vous voulez, vous nous proposez ce que vous voulez, la contrainte, c'est 20%. Voilà. Aujourd'hui, je vais un peu plus loin, hein, aujourd'hui, alors petit à petit, en fait, ça dégouline, en fait, l'idée c'est que tout ça dégouline en fait sur les autres dispositifs de formation. Donc un an après, la direction de la formation a décidé de mettre aussi 10% de multimodalité dans les formations générales, donc tout ce qui est remise à niveau, maths, français, anglais, etc. Et aujourd'hui, on en a 5% sur le programme de formation de base, donc sur tout le champ de l'illettrisme. Alors sachant que c'est pas par parcours, mais c'est par... Grosso modo, c'est par nombre d'heures achetées. C'est-à-dire que, concrètement, j'achète 10 000 heures de formation à un organisme de formation, je lui demande que sur ces 10 000 heures, il y ait 50 heures qui soient faites complètement à distance. Voilà.
Alors, je vous disais, DEFPA commanditaire, et à côté des DNT, donc direction du numérique, facilitateur qui porte communautique, avec une stratégie plutôt d'accompagnement, hein, avec du conseil, de la veille, de la professionnalisation des équipes, des échanges. Donc l'idée, c'est que la DDNT rend accessible des services, des moyens, des ressources, communique, impulse, anime, incite à la production et au partage. Voilà. Alors, on a monté Communautique avec, on a monté évidemment une gouvernance avec les têtes de réseau formation, avec les prescripteurs, Pôle emploi, mission locale et Cap emploi, avec la directe. Et on a co-construit en fait ensemble complètement Communautique. Hein. L'idée c'était de dire il faut absolument que tout le monde vienne construire et se dire mais qu'est-ce que j'ai envie d'en faire de cette, à quoi j'ai envie que ça ressemble en fait ce centre de ressources. Et d'ailleurs, moi je me suis un peu battu au départ pour que ça ne soit pas un centre, qu'on l'appelle pas un centre de ressources, parce que j'avais un peu l'impression qu'un centre de ressources, je vais dans un centre de ressources, je vais capter quelque chose, je reviens chez moi, j'utilise et puis point. L'idée de Communautique, hein, c'est un espace régional ouvert aux professionnels de la formation, de l'insertion de l'emploi ayant une forte activité en Basse-Normandie. L'idée c'est j'adhère, donc je bénéficie de services, en effet je vais chercher des services, mais en contrepartie je contribue, et je participe et je contribue. Je fais un petit retour en arrière. Quand on a discuté avec les élus en 2011 de cette possibilité de monter Communautique, ils nous ont dit « Ok, très bien sur le principe, mais ne faites pas un positif 2. » Positif, c'était la première cellule d'accompagnement qui s'était soldée finalement par, en effet, une avancée dans les organismes de formation, mais rien n'était partagé, il n'y avait pas de richesse pédagogique, il n'y avait pas de terreau pédagogique qui appartenait quelque part à tous les acteurs de la Basse-Normandie. Donc ils nous ont dit, ok vous faites, mais par contre, faisons contribuer chacun et faisons en sorte que quelque part, si demain Communautique s'arrête, on puisse récupérer un certain nombre de ressources, je sais pas quoi, de procédures, de méthodologies, etc., qui auront été créées. D'où l'idée de dire, ok, vous adhérez, mais du coup, vous contribuez. Donc la structure adhère et s'engage. Alors, c'est une structure qui adhère, hein, avec un référent communautique en fait, qui est nommé, et puis derrière, on a les membres, donc qui sont les salariés de cette structure, qui contribuent concrètement. Et chaque année, moi je demande à chaque structure de dire, tiens, ce serait quoi votre contribution en 2015, ce serait quoi votre contribution en 2016, qu'est-ce que vous avez envie de faire, sur quoi vous avez envie de travailler aussi, ce serait quoi les thèmes de travail, etc. etc. Donc les premiers pas de Communautique, hein, septembre 2011, septembre 2012, donc il y a eu toute cette construction partenariale. Donc on a décidé ensemble, quand je dis avec les acteurs de la gouvernance, hein, de quelle communication, comment ça allait s'appeler, comment est-ce qu'on allait communiquer, les aspects juridiques et réglementaires. On a créé ensemble la charte d'adhésion, qui bien sûr a été validée par le service juridique de la région, puisque Communautique est portée par la région. Hein. On a construit le site web, alors quand je dis on a construit le site web ensemble, j'exagère. On a fait le cahier des charges du site web ensemble, après moi je l'ai fait développer par un prestataire. On a imaginé des actions de professionnalisation aussi des formateurs, hein, via notre Cariforef qui s'appelle les réformes. Donc là on a mis en place tout de suite 3 formations dont on avait le plus besoin et qui ressortaient en fait d'une étude qu'on avait faite, en 2010 pour savoir où en étaient les formateurs et les organismes de formation. Donc une formation sur les bases de la multimodalité, ça veut dire quoi un petit peu ce que nous a présenté Madame Touzé tout à l'heure? C'est grosso modo quand on parle de multimodalité, aujourd'hui on parle de quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui fait que je change du présentiel à la multimodalité, etc. etc. C'est quoi une plateforme? C'est quoi des ressources? C'est quoi un espace web? Qu'est-ce que je fais de tout ça? Comment est-ce que je construis? Voilà. Donc on a fait une formation là-dessus. Une formation aussi sur l'ingénierie, c'est-à-dire je suis responsable formation, je dois passer une formation d'un présentiel à un distanciel, comment je fais, comment j'implique mes équipes, etc. Et quelle technicité j'ai besoin d'avoir derrière. Et troisième formation, certainement la plus importante et la plus demandée en tout cas à l'époque, était mise en place du tutorat. Comment je fais pour tutorer à distance? Quels outils j'utilise? Comment est-ce que je m'y prends? Quel temps ça me prend? Etc. etc. Donc ça a été des formations qui existent toujours, d'ailleurs qui sont toujours en œuvre hein, par notre Cariforef. Donc je vous disais organisation de la gouvernance avec un comité de pilotage et recrutement de prestataires, puisqu'en fait, moi j'ai, pour faire fonctionner ce centre de ressources, hein,
ce sont de ressources, cet espace d'échange. On a, il y a votre serviteur, hein, j'anime en fait de ce projet depuis maintenant 4 ans, et puis on a des prestataires extérieurs, et puis on a la chance d'avoir, je dirais, des prestataires internes, hein, qui sont maintenant des membres de communauté et puis qui contribuent. Donc les premières actions en 2012, alors on a incité, on s'est dit qu'il faut que ce soit un espace d'échange, de collaboration, il faut que les organismes viennent en disant tiens, je vais créer quelque chose de nouveau, il faut que j'innove, il faut que je crée quelque chose, il faut que j'expérimente. Donc il se trouve qu'on a utilisé, soyons clairs, on a utilisé une queue de programme de FSE qui n'était pas utilisée sur l'innovation pédagogique en disant tiens, il y a des fonds qui ne sont pas utilisés, qu'on pourrait utiliser jusqu'à fin 2000, que je dise pas jusqu'à fin 2013, hein, sur l'ancien programme. Et du coup, on a monté un appel à projet spécifique communautique, et ça a amené, en fait, à l'époque, on attendait 7-8 projets, on en a eu 22. Donc du coup, ça veut dire que les organismes se sont mobilisés, on dit, ok, on a envie d'y aller, on a envie de tester qui les réseaux sociaux dans la formation, qui les tablettes numériques dans la formation, qui le mix présentiel, distanciel, etc., etc. Qui la co-construction de ressources par les formateurs et les élèves, qui, tiens, on a envie de mettre en place une plateforme de formation open source, gratuite pour voir un petit peu ce que ça donne, qui dit tiens, on a envie d'essayer les Google Apps, les applications Google dans nos formations, etc., etc. Donc en fait, on a utilisé le ressort FSE, hein, pour inciter les organismes de formation à dire expérimentez, voyez ce que ça donne, commencez à l'expérimenter avec une dizaine d'apprenants, hein, allez jusqu'à l'expérimentation concrète, même si c'est quelque chose que peut-être vous n'utiliserez pas à terme, mais en tout cas, mettez-vous dans le bain. Et ça a permis en effet à beaucoup de dire, ok, on imagine ce que c'est que les technos numériques en fait dans la formation. Donc le plan de professionnalisation, on a des premières actions aussi par animation de webconférences, donc dans je dirais, l'offre de services qu'on a dans Communautique, on fait animer souvent des webconférences en fait auprès de tous les membres communautiques, alors parfois qui sont d'ailleurs co-animés par certains membres communautiques. Les dernières par exemple, on en a une sur la révolution du métier de formateur à l'ère des technos numériques. On en a eu une en début d'année sur les modèles économiques, c'est-à-dire je suis organisme de formation, mon modèle économique aujourd'hui avec techno numérique est complètement revu, qu'est-ce que ça implique, etc. Donc vous imaginez bien qu'on c'est pas non plus le genre de thème que l'on traite en 1h30, mais ça permet de... L'idée c'est de dire tiens, appuyons sur peut-être commençons une réflexion avec une animation web qui va durer 1h30, qu'on va faire parfois entre midi et 2, parce qu'on sait que les formateurs sont enfin je dis les formateurs, hein, mais les équipes d'une manière générale sont souvent extrêmement débordées, parfois c'est en fin de journée, parfois on le fait en après-midi, parfois le matin, etc. On essaye de varier aussi les plaisirs pour que tout le monde puisse y avoir accès. Et puis dans les premières actions, on a eu le site d'information, donc le site web. Hop, je suis allé trop loin, excusez-moi. Donc dans les services qu'on propose actuellement, alors je vais peut-être pas tous les détailler, hein, parce que je vois l'heure qui tourne. Donc on a une veille technologique et animation éditoriale. Ça veut dire que moi j'ai un prestataire, enfin la région a un prestataire qui s'occupe de faire de la veille sur la formation, les nouvelles technos dans le monde francophone et qui récupère à droite à gauche, qui retransforme, qui fait des articles, qui me fait des fiches outils, etc., qui dépose sur le site web. L'accès à un chèque conseil, donc ça c'est quelque chose qu'on a mis en place il y a maintenant 1 an et demi. L'idée étant de dire, je vous ai parlé beaucoup d'espaces d'échange, de collaboration, on fait des groupes de travail, etc., etc. Et on s'est dit à un moment donné, peut-être que chaque entité, chaque structure a besoin d'avoir quelqu'un qui va l'aider à avancer dans sa stratégie, mais il faut que ça ne le concerne que lui, et c'est quelque chose qu'il ne va pas partager. D'accord ? Du coup, qui ne va pas partager forcément avec le groupe, donc du coup, on a mis en place une subvention, hein, c'est une sorte de subvention finalement, permettant à chaque structure adhérent communautique de faire appel à un consultant qui va l'aider en disant « Moi j'ai besoin aujourd'hui, j'ai testé des choses, mais j'ai besoin d'avoir une vraie stratégie sur 3 ans de développement de la multimodalité, je ne sais pas comment faire. » Voilà. Est-ce que vous pouvez m'aider en une dizaine de jours?
J'ai besoin de mettre en place Moodle chez moi. On a choisi Moodle, mais il faut qu'on aille un petit peu plus loin, la plateforme Moodle, mais il faut qu'on aille un petit peu plus loin. Je n'y arrive pas tout seul. Est-ce que vous pouvez m'aider là? J'ai besoin de mettre en place un plan de formation ou de revalorisation de mes équipes, parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'en 4 ans, il y a des gens qui étaient formateurs, qui sont devenus responsables FOAD, des techniciens informatiques qui ont intégré toute la partie pédagogie, etc. J'ai besoin d'un plan de formation. Est-ce que vous, consultants, vous pouvez m'aider à faire ça? Voilà. Donc ces chèques conseils servent à ça. Le système de valorisation des échanges, j'y reviendrai. Un accès gratuit des études à des sites d'information. Hein, donc voilà, parmi les services qu'on propose, nous on négocie en fait tous les ans l'accès au service TOT Cursus. On négocie des études, l'accès à des études comme le comparatif des plateformes open source. Voilà, cette année, je ne sais plus ce qu'on a fait l'an dernier. Enfin, on essaie de trouver et on demande en fait chaque année, tiens, ce serait quoi le service plus dont vous auriez besoin sur Communautique l'an prochain qui vous aiderait en fait à avancer. Voilà, dans vos pratiques. On a une aide au montage de projets innovants, c'est typiquement ce dont je vous parlais tout à l'heure, et on continue parce que maintenant on est sur la nouvelle mouture 2014-2020, avec aussi du FSE, on va aller peut-être chercher aussi les fondations, se dire tiens, qu'est-ce que font les fondations en France? Est-ce qu'il n'y a pas des choses où on pourrait rentrer justement dans des projets de fondation? L'accès à des ressources pédagogiques qualifiées. Alors elles sont à la fois, quand je dis des ressources, c'est concrètement des contenus de formation, des contenus de formation en ligne. Alors ça peut être des contenus de formation qu'on a trouvé, que chacun a trouvé sur le web en disant c'est bon, c'est open, vous pouvez les utiliser, etc. On en a fait, enfin, on les a répertoriés, on les a testés, vous pouvez y aller. Voilà, donc on a des groupes de travail qui travaillent là-dessus, hein, par exemple les ressources en maths, les ressources sur l'illettrisme. On a par exemple des ressources, alors je parle des ressources illettrisme, là par contre on l'a fait d'une manière un peu différente, puisque la question se pose aujourd'hui pour les organismes chez nous qui travaillent sur ce champ, et à qui on a dit, bah, écoutez, on va regarder qui sont les éditeurs aujourd'hui en France de ressources illetrisme, et puis on va faire un groupe de travail, on va les tester, et puis on verra jusqu'où on peut aller. Voilà, donc ils ont joué le jeu, ils jouent le jeu, hein, très concrètement, de dire, bah, écoutez, ça nous intéresse parce que je dirais sur tout le territoire de la région, ça nous intéresse de rentrer dans votre logique. Des animations web, conférences, ateliers, séminaires, groupes de travail. Alors je vous parlais de WebConf, on a aussi beaucoup d'ateliers, de séminaires qui se passent en présentiel. On a besoin de moments comme ça, on vient discuter, on vient autour d'un café, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les technologies qui est dit tout à l'heure, mais c'est aussi du présentiel, c'est aussi lire des livres, oui. C'est pour ça que dans la multimodalité, on dit bien, c'est pas que de la techno numérique, hein, c'est se retrouver autour d'une table, discuter, etc., etc. Et puis ça permet aussi, aux personnes, aux équipes pédagogiques, souvent de dire, à un moment donné, il faut que je m'extrais de mon organisme, sinon, de toute façon, même, enfin, je le vois moi, hein, souvent il y a des défections sur les webconf, parce que les gens disent, tu sais, au dernier moment, Christophe, on n'a pas pu se connecter, on a eu, voilà, il a fallu que je remplace un collègue, il y avait un problème informatique, etc. Des actions de professionnalisation, ça je vous en parlais tout à l'heure. Et puis, alors je reviens sur le système de valorisation des échanges. Ça c'est quelque chose auquel on croit, mais qu'on n'a pas encore bien réussi à mettre en place. On s'est posé la question très vite avec le comité de pilotage de se dire, si chacun contribue, comment est-ce qu'on valorise les contributions de chacun? Qui c'est quoi? Parce que, je vais être franc, moi je suis un peu au centre du dispositif, donc moi je sais, je connais tout le monde et tout le monde me connaît, mais les gens ne se connaissent pas entre eux. Ou pas toujours. Et puis chacun ne sait pas forcément que les ressources, que les grilles d'analyse qui ont été faites sur les ressources électriques, ça a été fait par un tel qui travaille dans telle structure, etc. Donc à un moment donné, on s'est dit, et si on utilisait le ressort d'une monnaie complémentaire, d'une monnaie solidaire, qui permettrait de dire, voilà, quand je contribue, eh bien j'ai accès en fait à un certain nombre de, alors on a appelé ça les Modipa. C'était pas un très bon Modipa, alors M-O-D-Y-P-A pour monnaie, pour une dynamique partenariale. Voilà, on a essayé de mettre en place cette monnaie qui est une monnaie complètement virtuelle. Hein. Donc là aussi on a eu un groupe de travail avec des directeurs qui nous ont dit bah, tiens, ce serait bien de faire ce genre de choses. On l'a implémenté, on l'a fait fonctionner tout 2013 et on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Voilà, donc on a laissé tomber pour l'instant. Donc c'est pour ça que je le mets toujours un peu de côté, mais il faut qu'on trouve de toute façon à un moment donné un moyen de valoriser les échanges, à la fois pour les personnes d'entre elles, mais aussi
des personnes vis-à-vis de leur direction. C'est important de se dire, tiens, moi, en tant que salarié de telle structure, j'ai aidé, je dirais, l'ensemble de la communauté, et c'est bien que mon directeur comme ma directrice le sache, parce qu'eux non plus ne sont pas forcément au courant, ils sont très heureux de savoir après, par contre, qu'ils ont contribué d'une manière ou d'une autre. Voilà. Alors quand je dis que ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné, il y a deux grandes raisons. Premièrement, c'est qu'on n'avait pas la plateforme web qu'il fallait, ça faut être clair. J'ai voulu faire des choses à minima en me disant, ok, vous le faites, enfin, on nous a dit, ok, vous le faites à minima, donc j'ai fait à minima, mais le minima, ça ne fonctionne pas. Voilà, c'était trop compliqué à gérer. Il fallait une plateforme qui booste et qui aille dans tous les sens, qu'on n'avait pas. Et deuxièmement, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les contributions, ça peut être, je vous disais, ça peut être une méthodologie, ça peut être, tiens, je vais vous donner la méthodologie que j'ai mise en place pour mettre en place le e-learning ou la FOLD chez moi. Ça peut être, tiens, je vous donne la ressource pédagogique que j'ai créée grâce à du Fonds social européen et je la mets à disposition. Tiens, je fais un compte rendu du dernier salon e-learning sur lequel je suis allé. En fait, je me suis rendu compte, moi je pensais dans ma tête très naïvement, que les gens allaient contribuer très facilement en disant, je mets, même si c'est un brouillon, je disais, mais même si c'est un brouillon, à la limite, moi je le remettrai en forme, allez-y, mettez-le. Et je me suis rendu compte que dans la tête de tous les membres, ils disaient, moi je fais partie de telle structure, donc si je donne quelque chose, il faut que ce soit impeccable. En plus, je suis représentatif d'une structure, donc il faut que ce soit revu par ma direction, etc. Ce qui fait qu'en fait, on n'avait jamais on avait très très peu de choses spontanées qui étaient données. Voilà. Donc il y a certainement quelque chose à revoir là-dessus. Alors sinon, des exemples de contributions, c'est... on a eu quelqu'un qui nous a fait un retour d'expérience sur l'animation d'un MOOC. Alors je reviens là-dessus sur un MOOC parce qu'actuellement on en a mis aussi un, enfin on en a mis un en place. On en a proposé un à tous les membres de Communautique. J'ai trouvé très intéressant tout ce que disait Madame Touzé tout à l'heure, et je me disais, à chaque fois je me disais, tiens, nous ça fait partie des choses, on parle de MOOC, on parle de ressources, on parle de réseaux sociaux, on parle on parle de Google Apps, etc. On essaye dans Communautique de faire en sorte que les organismes fassent. Concrètement, on leur dit, ok, les MOOC, vous en pensez du bien, vous en pensez du mal, vous lisez des choses, entendez des vidéos, etc., etc. Faites-le une bonne fois pour toutes. Voilà, on en fait un, et puis on discutera après sur vraiment la manière dont vous avez vécu les choses. Est-ce que ça vaut le coup que vous en mettiez un après en place chez vous, etc. Donc actuellement, alors il se trouve qu'il y a eu un sujet sur la sécurité de l'information chez nous en début d'année, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de gens utilisaient les applis Google, donc on s'est dit, oh, appli Google, mais est-ce que tout le monde a conscience au fait je dirais, des conséquences d'utiliser cela avec ses stagiaires, etc. Donc on a fait un séminaire sur les applis Google. On est en train de travailler sur une charte informatique par rapport à ça. Et parallèlement, l'université de Caen avait développé un MOOC sur la sécurité de l'information. Et du coup, je suis allé négocier avec eux en disant, tiens, vous ne voudriez pas nous transformer votre MOOC en SPOC, Small Private Open Online Course, hein, voilà. Vous nous faites votre MOOC, mais alors uniquement pour les membres community, voilà. Et du coup, on a 60 inscrits actuellement, il se termine vendredi prochain, et ce sera l'occasion de dire, bah, j'ai aimé, j'ai pas aimé, voilà ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, etc., etc. Voilà, dépôt, alors, autre retour, autre exemple de contribution, dépôt d'un peer tree sur les ressources en maths. Donc il y a eu un groupe qui a dit, tiens, moi je vais aller chercher toutes les ressources que j'utilise et je vais essayer de les qualifier à côté et on va les mettre sous forme d'un espace web, peer trees, des arbres à perles. Ça peut être des choses beaucoup plus concrètes, comme l'aide à l'organisation d'un séminaire. Ça peut être, tiens Christophe, je viens t'aider sur la logistique, ou moi je peux faire la vidéo, je peux faire du montage vidéo, parce qu'aujourd'hui j'ai l'habitude d'en faire, et du coup je vais monter 2-3 vidéos, et comme ça on les mettra en ligne sur Communautique après. Alors, construction d'une ressource aussi sur comment parler de multimodalité. Il y a eu il y a eu quelques échanges ce matin sur FOAD, multimodalité, c'est quoi? On a eu les mêmes questions. C'est-à-dire que quand on pense les choses, un groupe d'une gouvernance à 10 personnes ou à 15 personnes, et qu'on commence à parler avec 250 membres, qui sont des formateurs, des conseillers en insertion, etc. Ils disent tous, mais c'est quoi la multimodalité? Parce que moi j'en ai une représentation, mais ce serait bien qu'on en ait une représentation commune. Donc on a travaillé là-dessus. Et je me suis rendu compte aussi, parce que j'essaie d'aller au maximum sur le terrain avec mes collègues de la formation professionnelle, d'aller faire des bilans pédagogiques avec eux, que certains formateurs disaient, je ne sais pas comment en parler à mes stagiaires, j'ai peur. Ou je me dis,
Est-ce que je parle de distance? Est-ce que je parle de en ligne, etc., etc. Donc on a fait un petit groupe de travail là-dessus, puis on a défini, on fait des réponses aux objections, des manières d'en parler, etc. Voilà, réalisation d'une mind map sur les outils utilisés par les adhérents, animation d'un webinar sur un outil de rapid learning, ne me demandez pas lequel, je ne m'en souviens plus. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on utilise? Les ressources d'animation et les outils. Hein, donc on a un site web, communautique.fr. Je vais essayer d'y aller tout à l'heure, mais sinon je vous inviterai à y aller. J'ai créé un mot de passe que vous pourrez utiliser. On fait de la veille, donc on fait des reportages aussi, c'est-à-dire qu'on aime bien valoriser ce qui est fait dans les organismes de formation et dans les, enfin je dis organismes de formation chez les structures adhérentes de Communautique. Donc on a, parmi les prestations que je demande à l'extérieur, je demande 4 à 5 reportages par an, disons, tiens, il y a 4 choses qui sont vraiment intéressantes cette année qu'il faudrait faire ressortir, voilà. On a un agenda, hein, bien sûr, de tout ce qui se passe. Alors, j'utilise aussi pour partager, travailler à distance, un réseau comme Facebook, mais qui est privé, qui permet en fait de faire des communautés privées qui s'appellent Yammer. Au-delà du fait de l'utiliser pour nous, c'est une bonne manière aussi pour chaque adhérent de se dire tiens, je vais voir ce que c'est que d'utiliser un réseau social avec des murs, avec etc. Et du coup, il y en a certains qui m'ont dit ah ben, tiens, nous ici on utilise Yammer, on a appelé le commanditaire, etc. Alors, il ne s'agit pas de faire de la pub pour Yammer, on s'en fiche, Yammer, c'est Facebook, c'est Yammer, c'est un autre, etc. Mais l'idée, c'est de dire, tiens, quand j'utilise ces outils pour moi, ça me donne des idées aussi pédagogiques pour l'utiliser avec mes apprenants demain. Donc j'ai mis Classilio WebEx parce qu'on a eu, voilà, en termes de webconférence, j'ai utilisé l'an dernier Classilio, on utilise WebEx, mon prestataire utilise AppDocConnect, j'en ai un autre qui utilise BigBlueButton. Je crois qu'on a fait à peu près le tour des différents, voilà, des différents outils. Les outils Google aussi, hein. Moi j'ai mené un groupe de travail où j'ai utilisé moi-même avec eux des outils des Google Applications. On essaie d'utiliser aussi des choses dans le monde du libre, hein, Framasoft, SlideShare, Peltris, Twitter, etc., etc. Donc on a aussi un outil qui permet de recueillir des données, notamment, donc c'est des questionnaires en ligne, hein, et notamment savoir à chaque fois qu'on fait un séminaire, une conférence, qu'en ont pensé les gens, mais aussi on a un questionnaire en ligne pour tous les apprenants bas-normands qui font un parcours en multimodalité. Donc aujourd'hui, ça veut dire qu'on a à peu près 2000 depuis 3 ans, on a 2000 apprenants qui nous ont dit voilà ce qu'on en pense en bien, ce qu'on en pense en mal, ce qu'il faut faire évoluer, etc. Et puis on a des prestations internes de la part des membres, externes, et des actions de professionnalisation. Qui sont les adhérents? Alors aujourd'hui on a 52 adhérents, donc on s'était donné à peu près fin 2013 d'avoir, l'idée c'était d'avoir 50 adhérents, bon, on tourne autour des 50-52, essentiellement des organismes de formation. Alors quand je dis des membres, donc ce sont les personnes physiques derrière qui sont derrière les adhérents et qui contribuent concrètement. On a des organismes de formation, je crois que c'est 80%, non, peut-être moins, j'exagère, ça doit être... Parce qu'en fait, on fait une différenciation entre les organismes et les CFA. On a quelques consultants experts, des prescripteurs, et puis on a les financeurs privés. Alors on est en pleine négociation en ce moment, on a Forcoop, Calia, mais avec AGFOS PME, avec le fonds GESIF, avec le FAFCA, avec Vivea, etc. Parce qu'on leur dit... ça fait 4 ans qu'on leur dit, mais on sentait qu'on n'était pas très bien compris, et on leur dit, toutes ces problématiques aujourd'hui, vous les avez de plus en plus aussi dans nos formations, venez réfléchir avec nous, et puis voilà sur ce dont vous disiez. Alors je sais que le FOD, maintenant en effet, une réflexion sur, au cas demain, traçabilité des formations, comment on fait, et on aimerait mener cette même réflexion, en tout cas au niveau régional, parce qu'on a le même souci que les organismes, ils me disent, bah Christophe, tu sais, des fois j'appelle AGFOS PME à tel endroit et l'autre, ils ne disent pas la même chose, hein. Il y en a un qui accepte ma formation, l'autre qui ne l'accepte pas. Donc essayons de nous mettre d'accord. Je ne suis pas sûr que ce sera possible, mais il faut essayer en tout cas, de trouver un terreau commun, peut-être ne serait-ce que de se mettre d'accord sur des termes parfois, parce que je sais que chacun utilise ces termes, chaque organisme présente sa formation de manière différente, etc. Donc alors ils sont tout à fait partants, ils sont comme tout le monde, ils attendent les décrets d'application. On va venir. Voilà, et quelques thèmes de travail actuels. Donc comment j'organise ma veille dans mon organisme de formation, avec des outils comme
comme Scoopit notamment, construire une bonne vidéo. Donc on a certains membres qui disent, bah moi, ça fait 4 ans que je co-construis des ressources avec alors, formateurs et apprenants. Du coup, on commence à avoir un petit savoir-faire sur comment je construis une vidéo. Alors quand je construis une vidéo, je prends mon smartphone et je prends une vidéo qui va faire 3 minutes. Et j'ai quelques trucs à vous donner. Hein. Nous, on a fait des bêtises, etc. etc. J'ai quelques trucs à vous donner. On va dire, bah, tiens, c'est bien, faites-nous un retour là-dessus. Ça m'intéressait du monde. On a des travail sur les modèles économiques par rapport à la multimodalité. Aussi découverte de la 3D, réalité virtuelle, réalité augmentée, les objets connectés, on a commencé à en parler ce matin. On veut amener aussi les organismes de formation à se dire, tiens, pour les gestes professionnels, demain, est-ce que je ne pourrais pas imaginer des scénarios avec de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, des objets 3D, des mondes immersifs, etc., etc. Ça nous paraît encore loin, mais moi ça fait 15 ans que je travaille, enfin 97, donc presque 18 ans que je travaille dans le monde de la formation à distance, et je vois, je veux dire, à l'époque, quand on parlait de mettre une vidéo en ligne, on se disait, non mais attends, on était fous, voilà. Et on se dit aujourd'hui, 15 ans après, c'est d'une simplicité crasse, donc je me dis peut-être que ce qu'on imagine difficilement aujourd'hui, on pourra l'imaginer plus facilement dans 10 ans, etc. Et c'est en faisant rencontrer des acteurs que les choses peuvent se faire. On a la chance en Basse-Normandie d'avoir une association qui s'appelle 9 Images, qui regroupe une trentaine de producteurs de numérique et de réalité virtuelle 3D, etc. et qui nous disent, nous, le monde de l'information, ça nous intéresse. Parce qu'aujourd'hui, on travaille avec les industries, mais par contre, on sait qu'il y a des développements à faire. Alors après, on leur dit, ne venez pas nous dire qu'à chaque fois que vous allez développer quelque chose, ça coûte 500 000 euros, parce qu'on ne pourra pas faire. Mais on va essayer de trouver avec eux, peut-être des fonds européens, etc., des stratégies qui vont permettre de développer voilà, certaines procédures ou certains objets. Qu'est-ce qu'on a passé d'une expérimentation au déploiement? Voilà, ça c'est aussi une vraie problématique. On a beaucoup de élèves qui disent, ok, moi j'ai expérimenté quelque chose, d'accord, comment est-ce que je passe au déploiement? Comment est-ce que maintenant je mets ça dans toutes mes formations? C'est-à-dire, entre le fait de dire je le fais pour 30 personnes et le fait de dire je le fais automatiquement, comment je fais? Alors tout ça, moi je pose des questions, moi j'ai pas les réponses. Après, le rôle de Communautique, c'est plutôt de dire, tiens, il y a 3 personnes qui se posent les mêmes questions, on va créer un groupe de travail là-dessus, il y a peut-être besoin d'un expert, tiens, vous auriez besoin d'un chèque conseil là-dessus, on va activer le chèque conseil, tiens, je vais demander à mon prestataire veille de faire une veille là-dessus, qu'est-ce que vous pouvez trouver, etc., etc. C'est d'alimenter, encore une fois, je ne suis pas sûr qu'en plus il y ait une réponse unique, mais c'est plutôt, on a toujours eu cette idée en Basse-Normandie de dire, on ne veut surtout pas que vous fassiez tous la même chose, trouvez la solution qui vous va bien. Mais réfléchissons ensemble, on sera certainement plus intelligent. Et vous voyez, l'utilisation des tablettes numériques en formation aussi. Là, on a fait un petit bilan, pour savoir qu'est-ce qu'il en est au bout de 3 ans. Alors, je dis 3 ans parce que les premiers services ont commencé en avril 2012. Donc on a fait, dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques, un questionnaire apprenant, questionnaire annuel adhérent, rendez-vous terrain, évaluation d'animation des groupes de travail, etc., etc. Enfin, on a pris une dizaine d'indicateurs. Donc, ce qu'on peut en dire, globalement, on a une 50aine d'adhérents, 250 membres, 2 tiers d'actifs, ça veut dire qu'il y a un tiers qui, on ne les voit pas. Donc, moi, je les relance régulièrement en disant, c'est peut-être les thèmes qui ne vous conviennent pas, est-ce que c'est le temps que vous n'avez pas? Alors c'est souvent ça. Alors est-ce que c'est une fausse excuse ou pas? Je ne sais pas. Mais on essaie toujours de se dire, ils sont venus à un moment donné, je pense qu'ils viendront. Et alors ce qui est assez récurrent, c'est que finalement quand on les appelle, 2-3 mois après, on arrive à trouver quelque chose. Mais ça veut dire qu'il faut être quand même dans le attirer, être toujours présent, etc. Il y a un rôle d'animation important. On a plutôt une bonne notoriété auprès des adhérents. Ça a permis de lancer ou de relancer la dynamique du numérique en formation dans les centres de formation. Je pourrais ajouter aujourd'hui, parce que je commence à avoir des retours là-dessus, c'est récent, mais aussi ça a permis aux prescripteurs de formation, parce que ça on avait un gros axe de développement là-dessus, sur les prescripteurs Pôle emploi, mission locale, Cap emploi, de dire ok, j'ai compris que la formation multimodale, c'est valable pour tous les publics. Et aujourd'hui, quand on en parle, j'ai eu un cas très concret la semaine dernière qui m'a dit maintenant, quand le Greta et l'AFPA viennent nous voir pour nous parler de leur formation multimodale, on les reçoit avec nos chakras ouverts, alors qu'avant on les recevait avec nos chakras fermés en disant on cause toujours, mais c'est pas fait pour notre public. Voilà. Donc ça y est, on a réussi ça. Donc on a réussi, par exemple, moi j'ai mis les conseillers, par exemple, les conseillers en situation de formation multimodale. Je leur dis ok, faites-le pour vous.
Imaginez les choses. Vous allez voir si c'est difficile, pas difficile, etc. Si vous me dites que c'est pas possible, on laisse tomber, mais encore, c'est un peu comme les MOOC, quoi. Faites les choses, imaginez-les, etc. Et alors, je me suis trompé, c'est pas 72%, c'est 82% des bénéficiaires qui sont satisfaits de leur parcours en multimodalité. Oui, je me suis fait du mal. En fait, c'est les apprenants. Ce qui est important, c'est les 18%. Pourquoi ils ne sont pas satisfaits de leur formation en multimodalité? Deux choses qui ressortent. Quelques problèmes techniques, même si on se rend compte qu'il y en avait il y a 3 ans, il n'y en a quasiment plus aujourd'hui. Il y en a encore. Je donne un exemple. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé de techno-numérique et on en parle toujours et on a l'impression que ça marche toujours bien. C'est pas vrai. Moi, je suis le contre-exemple de ça d'ailleurs. Moi, je suis au Conseil régional Basse-Normandie. Quand je veux animer une webconférence, je ne peux pas le faire depuis le réseau de la Basse-Normandie. Je n'ai pas le droit. C'est très compliqué parce qu'il y a des pare-feux, j'ai des interdictions, la voix ne passe pas, etc., etc. Et je suis déconnecté toutes les 20 minutes. Donc je dis, ne vous inquiétez pas, dans 20 minutes, je vais me connecter. Voilà. Ce que je connais moi, conseil régional, certains gros organismes de formation le connaissent aussi en disant on a été obligé d'arrêter le webconf, on n'y arrive pas, ça ne fonctionne pas. Et c'est vrai que quand vous avez un apprenant qui est tout seul chez lui, qui n'a pas l'habitude de ça, et la première fois qu'il se connecte, ça ne fonctionne pas, il vous dit non mais c'est nul votre formation. Voilà. Donc c'est dû à ça. Et la deuxième, c'est dû à mauvais tutorat ou pas assez de tutorat. Alors on a des discussions avec la direction de la formation en ce moment, notamment sur les programmes qualifiants. J'explique très rapidement. Quand on fait des formations, on achète des parcours où les gens vont faire 35 heures de formation par semaine. Donc les organismes nous ont répondu, en effet, on propose 20% à distance. Donc les 20%, c'est quoi? On fait une journée à distance. Voilà, on prend le plus simple, c'est-à-dire que le lundi, je dis, par exemple, le lundi, mardi, jeudi, vendredi, c'est en centre de formation, et le mercredi, ils sont à distance. Donc pourquoi est-ce que je ferai un tutorat? Puisque de toute façon, le lendemain, ils sont là. Or, ce qui est plutôt bien, parce qu'on leur a dit, si, faites-le, c'est important, faites une webconférence le matin pour s'assurer que tout le monde est en ligne, que tout le monde va bien, etc. etc. Imaginez des choses comme on vous l'a appris en programme de professionnalisation, à faire de la distance. Mais bon, c'est pas encore rentré dans les mœurs. Et du coup, il y a des apprenants qui disent « Moi, je suis frustré parce que j'avais besoin d'une réponse. » Alors, je la trouve parce que finalement, on s'est débrouillé entre apprenants, on a utilisé Skype, on a utilisé l'outil de webconf ou de wiki, etc., qu'on a dans la plateforme. Et du coup, entre nous, on s'est débrouillé, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais c'est quand même... ça veut dire que la pédagogie n'a pas été pensée. Donc, ça veut dire qu'il faut continuer. Hein. Alors, c'est pas un blâme. Hein. Je disais à mes collègues de la DEFPA, c'est aussi... parce que la manière de commander n'est peut-être pas la bonne. De dire juste 20%, ça suffit peut-être pas. Il faut peut-être aller plus loin. Alors c'était l'idée au départ, c'était de dire, au départ on va être gentil, puis plus ça va aller, moins on va être gentil. C'est-à-dire plus on va demander pour que ce soit vraiment de la multimodalité. Ça c'est l'évolution du nombre de parcours, ça nous prouve et ça me prouve aussi aux élus, soyons clairs, qu'on a un nombre de parcours apprenants, parce que soyons clairs, tout ça c'est fait quand même pour permettre à l'apprenant de mieux se former. Hein. Si c'est juste pour les organismes de formation, on arrête là, c'est bien derrière pour que les apprenants s'y retrouvent en termes de formation. Un dernier slide pour dire en termes de bilan, si je devais dire, dans tout ce qui est positif, on a une belle montée en compétences des équipes. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on voit concrètement, les équipes qui disent voilà, je suis passé, il y a des postes qui ont été créés, de responsables FOAD, etc., qui n'existaient pas. Il y a une dynamique de développement de la multimodalité dans les organismes, prise en compte par les prescripteurs, habitude à coopérer, échanger, co-construire entre organismes, entre parfois organismes concurrents aussi, qui disent bon, on va se mettre autour d'une table. Alors, ça, on ne va pas en parler, mais par contre, peut-être sur les outils, etc., on va discuter ensemble. Apprenants qui apprécient cette manière de se former d'une manière générale, les actions services community qui correspondent à peu près aux attentes. Les facteurs de réussite de ça. Espace régional, confiance entre adhérents, zone de non-concurrence. C'est-à-dire qu'on a posé la question aux organismes, est-ce que vous imaginez... alors, quand on a monté Communautique, on savait qu'on avait des fonds pour faire fonctionner Communautique jusqu'à fin 2015. Donc après, on s'est dit qu'il faut trouver un autre modèle.
Est-ce que vous imaginez, vous, organisme de formation, reprendre, je dirais, l'espace communautique, en faire quelque chose à vous, faire, je sais pas, une gouvernance tournante, etc., etc. Donc la réponse a été non. Voilà. Très concrètement, si ça fonctionne aujourd'hui, c'est parce c'est parce que l'animation, elle est neutre. C'est parce qu'elle vient d'un conseil régional. Il faut qu'elle vienne peut-être d'un organisme extérieur, en tout cas à nous, parce que nous, on est quand même lié à des problèmes de concurrence. On n'est pas sûr de pouvoir déléguer quelqu'un une journée par semaine, deux journées par semaine pour animer, etc., etc. Ce qui a été aussi facteur de réussite, ça a été le fait qu'on construise le dispositif tout le temps ensemble. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une idée, on dit tiens, qui veut se mettre autour de la table pour réfléchir avec nous là-dessus. Vous avez une idée, bah tiens, c'est bien, on va demander à qui est-ce que ça peut intéresser. Alors c'est très clairement parce qu'on est une commande publique. C'est-à-dire que demain, la DEFPA arrête de commander de la formation multimodale. Je ne peux pas présager de l'avenir, mais je ne suis pas sûr que tout continuera à fonctionner aussi bien que ça fonctionne actuellement. Enfin, je ne sais pas. Beaucoup nous disent, concrètement dans leur questionnaire, oui, ça fonctionne parce que vous nous commandez, quoi. Vous nous en demandez, donc on vous en fait. D'ailleurs, j'explique souvent, j'aurai du mal avec demain, mais j'explique souvent, on demande aux organismes ça, ils font ça. On leur demande ça, ils font ça. On leur demande ça, ils font ça. Voilà. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas encore, à part l'espace d'expérimentation, etc., qui est très ouvert, je dirais sur la réalisation des parcours pédagogiques, ça reste encore très normé en fonction de ce que commande la région. Et aussi, ce qui fait le facteur de réussite, c'est qu'on a une totale déconnexion entre les achats et la DDNT, donc nous qui animons communautique. Alors quand je dis déconnexion, on se parle tout le temps, mais ça veut dire que jamais je nomme un organisme de formation qui aurait mal fait quelque chose, etc. etc. Ça reste toujours global. Hein. Je m'interdis, ça fait partie des règles de déontologie de départ. Même quand on donne des statistiques, on donne toujours des statistiques globales. Voilà. Après, quand je dis on est très, très connecté dans le sens où je suis beaucoup avec la DEFPA sur le terrain pour voir concrètement comment ça se passe. C'est-à-dire quand vous allez dans un organisme de formation qui vous dit moi j'ai des problèmes avec la webconf ou j'ai pas de très haut débit, donc qu'est-ce qu'on peut faire, ou j'ai pas de haut débit, qu'est-ce qu'on fait. Bon voilà, au moins vous dites là, je vois concrètement le problème. Alors les difficultés, les limites, je disais tout à l'heure, les adhérents s'autorisent difficilement à publier directement. Hein, il y a le côté, je suis dans une structure, donc il faut que je représente ma structure, etc. Donc on n'est pas dans quelque chose comme ça d'un peu mouvant. Expérimentation non probante d'une monnaie complémentaire, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a un site web, alors on parle beaucoup de web de zéro, on parle beaucoup de collaboration, on a un site web qui est descendant. Donc on est le contre-exemple de ce qu'il faut faire en termes de site web. Donc ça nous pose souci. Ça fait 2 ans que ça me pose souci. Et ça fait 2 ans que je bataille un peu avec la direction informatique en disant il me faut quelque chose d'autre. Et ça fait 2 ans que c'est compliqué. Voilà. On sait ce qu'il faut faire, on sait comment il faut le faire. Après, on est région, on a des obligations, etc. Donc ce qu'on espère, c'est faire un communautique normand en disant on restructure complètement le site, on repart à zéro. Je pense qu'on mettra des membres autour de la table en disant ce serait quoi un vrai site collaboratif où tout le monde se parle, tout le monde se voit, tout le monde discute, etc. Toujours avec un espace de veille, hein, mais aujourd'hui on rentre par l'espace de veille, et alors quand on parle de collaboration, on se dit oui, je peux envoyer un mail qui arrive, je peux envoyer un petit truc qui arrive à Christophe Jourdain, mais c'est tout. Il y a quand même un écart entre les projets menés, je vous disais tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, les tablettes, la co-construction de ressources, et la réalité des formations dispensées. C'est-à-dire la réalité des formations dispensées, on reste sur de la FOAD assez classique, hein, où voilà, 4 jours de présentiel, un jour de distanciel, etc. etc. Ça évolue, hein, mais ça évolue difficilement, et il faut pousser en permanence. Et puis, les formations multimodales créées pour répondre à la commande régionale sont peu ou pas vendues à l'extérieur. Ce qu'on avait imaginé, ce qu'on imagine toujours, et ce que j'imaginerai encore demain, c'est d'amener les organismes à dire, on leur a dit depuis le départ, on va vous faire développer peut-être des nouvelles, vous amener à faire des nouvelles modalités de formation, vous allez nous les vendre à nous, mais comme vous nous dites toujours qu'on ne vous achète pas cher, il faut que vous les vendiez peut-être différemment aux entreprises, via les OPCA, etc. etc. C'est-à-dire, et vous avez parfois, je vois la qualité pédagogique des outils, etc., qui sont utilisés par les organismes de formation. Je dis, mais je ne comprends pas que vous ne le proposiez pas ailleurs. Vous avez des formations qui sont complètement en ligne, qui sont hyper bien ficelées.
Voilà, donc ça c'est... Mais c'est un autre souci, c'est un vrai... Je ne sais pas si c'est un groupe de travail, si c'est une réflexion qu'il faut avoir. Hein, c'est un peu le comment je vends mes formations, comment j'attaque un nouveau marché, comment je fais du commercial, etc., etc. Et c'est des choses qui sont, pour certains, hein, je ne dis pas pour tous, hein, mais pour certains qui ne sont pas du tout dans la réflexion. Donc c'est des limites, voilà, mais ça veut dire, limite, ça veut dire qu'on a encore plein de choses à développer, et tant mieux. Pour plus d'infos, je vous inviterai à aller sur le site communauté.fr. Si vous voulez avoir un espace de test, parce qu'en fait, on a tout ce qui est public et tout ce qui est privé. Donc j'ai créé un test 14 qui vous permettra d'aller en fait sur la totalité du site. Et puis je fais un petit peu de pub, puisqu'il me reste 2 minutes. Je suis désolé, j'ai pris beaucoup plus de temps que je prévoyais. Les 7 et 8 juillet à Caen, en fait, on organise en fait un séminaire avec l'université de Caen. Les journées innovation pédagogique normande, on fait 2 jours, on fait grosso modo un jour de retour d'expérience. Vous avez les dépliants là-bas avec tout le programme, je ne vais pas le détailler. Et vous avez le 8 juillet, on fait plutôt, je m'inscris à un atelier, alors ça peut être un atelier, tiens, comment est-ce que je crée un screencast, comment est-ce que j'utilise Mahara pour développer un e-portfolio. Mais c'est aussi, tiens, j'ai une idée de développement de nouvelles modalités avec de la 3D, de la réalité virtuelle, je vais rencontrer Novimage pour imaginer aussi ce que ça pourrait être mon futur projet, que je déposerai peut-être dans le cadre d'un projet FSE d'ici la fin de l'année. Voilà. Merci de votre attention. Et puis place aux questions si on a le temps. Une question, c'est très très chouette ce que vous avez fait, je pense que ça a vraiment très progressif. Et est-ce que si on ne fait pas partie de votre région, on peut en faire partie? Alors voilà. J'ai pas mis cette limite-là, mais alors c'est ouvert à tous les acteurs, c'est-à-dire même ceux qui... on a de la chance, c'est qu'on a des acteurs qui ne travaillent pas avec la région Basse-Normandie. Moi je suis content d'avoir ça, d'avoir des organismes qui sont complètement dans le privé, qui disent « Ah ben je ne savais même pas que la région faisait... » Voilà. Par contre, la limite, c'est il faut pour l'instant, il faut en tout cas avoir une activité forte en Basse-Normandie. Voilà. C'est une des limites du système. Hein. J'espère que ce sera normand. Vous n'êtes pas la première à dire tiens ce sera sympa, je viendrai bien assister, etc. Alors après, au coup par coup, moi ce que je fais c'est que j'incite les gens à dire bah, écoutez, si vraiment ça vous intéresse, venez, pendant 3 mois je vous ouvre un code et puis on verra votre contribution aussi, c'est un peu ça. C'est comme ça qu'on a quelques consultants experts qui ne sont pas forcément, qui n'interviennent pas en Basse-Normandie, mais je me dis, on a quand même des richesses de consultants en France sur la FOAD, parce que ça fait 20 ans qu'on parle de FOAD, qui ont envie de nous apporter des choses. Donc j'ai envie de dire au coup par coup. Mais je ne dirai pas mes élus. Donc, ça, ce sera. Ils sont OK. Laurent Nicolon, conseiller régional des Pays de la Loire, chargé de mission ingénierie à la direction de la formation professionnelle. Vous avez dit sur la fin qu'un des principaux moteurs quand même du développement de la multimodalité, c'était la commande publique. Oui. Est-ce que votre région, en l'occurrence, reste à ce qui semble être de l'ordre de l'expérimentation ou envisage une généralisation à d'autres secteurs, d'autres publics, d'autres objectifs? Parce que je comprends que c'est essentiellement qualifiant. Oui, pour l'instant, on a fait quand même, on a fait le qualifiant, mais uniquement sur le tertiaire, et on a fait tout ce qui est formation générale et tout ce qui est formation, voilà, ce qui est quand même déjà un beau panel. Oui, on compte bien continuer à le déployer. C'est clair. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est la volonté de Denis Le Boucher, de Yannick Soubien, de Vincent Louvet, Yannick Soubien et Vincent Louvet étant nos élus, Denis Le Boucher, le directeur de la formation, voilà, d'Yvon Noël, mon directeur aussi. C'est notre volonté, c'est de dire, par contre, on déploie petit à petit, on ne veut pas non plus mettre les organismes à mal, donc on le fait petit à petit, hein, mais c'est bien notre volonté. Après... Il y a des échéances à venir. Question connexe, toujours par rapport aux motivations des organismes de formation. Est-ce que l'analyse du modèle économique que représente la formation multimodale intéresse les organismes ou pas? Ça renvoie à la question des coûts et des prix aussi. Qui, ça fait 20 ans j'ai l'impression que c'est un petit peu un serpent de mer, ce truc-là. On a lancé ça parce qu'il y a des adhérents qui nous disent « Ah, on voudrait parler de ça », mais tout le monde veut en parler, personne n'a de solution. Finalement, tout le monde veut en parler, tout le monde attend une recette miracle. Personne n'est capable de dire. Tout le monde dit, quand on en parle, moi je ne me reconnais pas dans ce que vous dites parce que je ne fonctionne pas de la même manière, etc. etc. Donc j'ai envie de dire qu'on a ouvert le débat, mais pour l'instant, on est loin d'avoir quelque chose de concret
enfin, je ne peux pas faire un retour d'expérience sur ce qu'on a. Voilà. Il y a, je dirais, première chose, prise de conscience, peut-être de certains salariés, à se dire attention. Mais on pourrait remettre encore tout en cause en disant la réforme de la formation professionnelle remet quand même énormément de choses en cause. Et ça, on ne l'a pas pris là-dedans. On est uniquement sur, tiens, multimodalité ou pas. Donc c'est un peu un serpent de mer, je vais être franc. Je ne suis pas sûr que... Voilà, on l'a traité pour l'instant avec un expert extérieur et puis un petit groupe de travail qui n'a pas donné grand-chose parce que très vite, finalement, on arrive à des divergences énormes. Bon. Merci. Bonjour, Christine Mouillet, formateur indépendant. Vous avez parlé de la région normande, donc je suis très contente de découvrir la dynamique de votre région. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le positionnement de la région Pays de Loire. Alors, je n'ai pas d'informations, monsieur peut-être plus que moi. Quel est le positionnement? Est-ce que vous êtes novateur par rapport aux autres régions de la France? Et comment se positionnent globalement les régions sur les nouveaux modes de transmission et de formation? Alors, je pense qu'on est, novateur je dirais, dans l'application, dans le fait d'avoir mis un centre de ressources ou un centre d'échange, etc., à disposition de tout le monde. Je pense que ça, parce que ça assoit vraiment très concrètement la politique. Voilà. Après, il y a plein de choses qui se font via des associations parfois. C'est-à-dire que nous, avant d'être région, moi j'étais dans une association qui s'appelait le CTN, le Centre de technologies nouvelles, qui intervenait aussi pour toute France, hein, voilà, et notamment pour la région Basse-Normandie. Donc on intervenait déjà, il y en a d'autres, voilà. Je vais être franc, je ne sais pas exactement, je sais qu'il y a des choses, je sais que la région Bretagne a fait pas mal de choses, ils ont un portail Scoden, ils ont une plateforme de formation, etc. Le Pays de Loire, je vais être franc, je ne sais pas, je sais qu'à un moment donné, mais vous allez nous répondre, voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives maintenant. J'entends plutôt dire qu'on est novateur sur la forme en fait, de ce centre de ressources. Ouais, bah, je peux amorcer une réponse. En l'occurrence, je pense que la région des Pays de la Loire était très innovante et précurseur sur ces questions-là, mais ça remonte maintenant à une dizaine d'années. Ça a conduit notamment au développement de tout ce qui est à distance côté CNAM, des Pays de la Loire. Bon, aujourd'hui, honnêtement, c'est un stand-by. Dans nos cahiers des charges, on n'est pas du tout aussi offensif que ce qui a été présenté. C'est un élément dans l'analyse des offres qui permet de limiter les points, hein, tout simplement par rapport à nos grilles d'analyse des offres. Mais on ne commande pas expressément des actions avec les multimodalités qui ont été présentées. Cela dit, je sens qu'il y a dans l'air le désir de redévelopper des choses dans ce domaine-là, notamment au regard d'un autre gros chantier, par contre, qu'on a énormément développé en Pays de la Loire, c'est celui de la modularisation. Hein, donc c'est-à-dire aussi l'individualisation des apprentissages, mais en termes de construction de parcours. Voilà, donc je pense qu'il y a des choses à... Enfin, moi j'en suis convaincu, je vais faire en sorte qu'on réactive cette réflexion-là. La question du CPF, d'ailleurs, aussi étant un enjeu majeur par rapport à ce type de réflexion. Par contre, pour information, alors c'est vrai qu'on nous reproche aussi beaucoup de choses, on dit que vous faites des choses qui sont sympas, mais par contre on ne le sait pas. Donc bon, on ne sait pas communiquer, bref. Toujours est-il que les choses doivent commencer à transparaître parce que on a eu le conseil régional d'Île-de-France qui nous a appelé la semaine dernière en nous disant « Tiens, j'ai entendu parler de communauté, j'aimerais bien savoir de quoi il retourne exactement. » Je pense que ça y est, la question commence à se poser et que ce soit, et j'ai envie de dire, on le ressent chez nous, quels que soient les bords politiques, quel que soit, on ne parle pas forcément numérique dans la formation numérique en général. Le numérique en formation, on a la chance d'avoir 20 ans déjà d'existence là-dessus, donc on peut raconter des choses et on peut donner des expériences, mais je pense que c'est en plein développement. Voilà.